Bonjour. Coucou à toutes et à tous. Salut Chris. Salut Aïna. Bienvenue au port de la Mole à Gujan-Mestras. On est bien devant cette cabane en bois, elle nous Ouais. isole du vent et de la pluie. Bon, la pluie est partie quand même. Dernière émission sur les blessures d'âme, blessures émotionnelles. On vous l'avait dit, aujourd'hui on va parler ensemble de blessures d'humiliation. Une blessure qui t'a parlé? Blessure d'humiliation. Alors du coup, peut-être ce serait pas mal de rappeler ce que c'est exactement. Enfin, Vas-y. pour moi, l'humiliation, déjà, c'est un mot un peu qui fait mal, rien qu'à l'entendre. Ouais. L'humiliation, c'est la fréquence, elle est lourde. Enfin bon. Alors moi, je sais pas trop comment la définir d'ailleurs. Comment toi tu la définirais? Tout simplement, l'humiliation, c'est le fait de rabaisser quelqu'un, d'instaurer cet inconfort chez l'enfant, puisqu'encore une fois, c'est là que ça apparaît, c'est là que c'est réactivé. Le fait de rabaisser l'enfant, le fait d'humilier l'enfant, lui supprimer finalement toute forme de confiance en lui. Ouais, toi tu le définirais comme ça. Oui. Ouais. Tout simplement. Oui, bien sûr. Moi, je rajouterais le fait de nier les émotions de l'autre, voire nier son existence finalement, nier sa pleine existence, le fait d'être, quoi. Ouais. Voilà, effectivement, qu'on soit enfant ou adulte, hein, mais ouais. Et donc, est-ce que cette blessure d'humiliation, elle fait porter un masque en particulier, comme on avait vu la dernière fois sur les blessures, voilà. Donc sur la blessure d'humiliation. Pour la blessure d'humiliation, c'est le masque du masochiste. C'est le fait vraiment de se victimiser en tout point. C'est le fait de se dire que, puisqu'on m'a dit que j'étais nul dès le début, dès le départ, dès mon enfance, eh bien, je suis vraiment nul tout le temps. Donc, pour pallier à ça, eh bien, on aura tendance, la personne victime de cette blessure, portant ce masque-là, va avoir tendance à toujours disponible pour les autres. Voilà. Elle va vouloir exister dans les yeux des autres, elle va vouloir aider sans condition, inconditionnellement, pas forcément à raison, mais en tout cas, voilà, elle va vouloir exister, briller dans les yeux des autres pour prouver que justement, elle a de la valeur, elle existe. Et c'est quelque part aussi le fait de fuir qui elle est, puisqu'on lui a fait croire, on lui a instauré en elle, dans sa conscience d'enfant, le fait qu'elle n'était pas à la hauteur de tout un tas de choses, voilà, dans plein de domaines que ce soit. Et donc on le verra après, mais le point de départ pour s'en sortir, ça va être justement de se découvrir, de prendre confiance en soi et de s'aimer. Ouais, voilà. Bien sûr. Donc là, c'est le masque au point de se faire mal. C'est ça. C'est-à-dire que dans l'humiliation, c'est, entre guillemets, se rendre disponible aux autres. Là, on le dit d'une façon plutôt édulcorée, mais c'est au point de se faire mal et de nier sa propre existence, du coup. Exactement. C'est bien ça. Ouais. Et quand tu dis se faire mal, ça passe par le côté physique, ça passe par, ça peut être des scarifications, ça peut être des tentatives de suicide, ça peut être, suivant les personnes, si elles sont en embonpoint, justement se dire il m'a dit que j'étais grosse, ah ouais, ok, je suis grosse, c'est comme ça, ça sera comme ça toute ma vie, et donc elles vont continuer à se comporter ainsi et à grossir pour donner raison à leur bourreau, quoi, quelque part. Oui, c'est ça, c'est le fait de nourrir du coup cette fausse croyance. Oui. C'est ça. Ouais. Mais moi, je l'ai pas vécu directement en frontal, comme ça, le fait, comme tu disais, de se faire rabaisser ou etc. Ouais. Mais je me suis rendu compte que finalement, cette blessure-là, bien sûr, je l'avais, mais plutôt de façon souterraine et transgénérationnelle par rapport à ma condition de femme. Ouais. Tu vois, alors peut-être ce que j'ai pu, des codes, des codes, des mœurs qui m'ont été transmises presque à mon insu par rapport à ma propre famille. Ouais. Bon, alors moi, je suis quand même issue d'une famille culturelle malgache, donc forcément, il y a quand même des codes qui sont peut-être un peu différents d'autres pays, dont je ne me suis pas forcément rendu compte. Donc il y a ça, sur le transgénérationnel. Après, il y a sûrement aussi tout ce qu'il y a sur les vies antérieures. Voilà. Mais je me suis rendu compte que finalement, je ne m'autorisais pas
à être plus ou à faire mieux que mon père ou mon ex-mari. D'accord. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est un petit peu subtil, ça n'a pas été frontal, mais du coup, toutes les situations ou les actions que j'ai pu mettre en place, de façon inconsciente ou pas, c'était pour ne pas être plus que toute cette partie masculine chez moi, enfin dans ma famille, et que du coup je ne m'autorisais pas à être plus. Donc forcément je niais une certaine partie de mon être et de mon existence, quoi. Ouais, tu vois, voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi il n'y a pas très longtemps, sur le fait que je pense que c'était vraiment engrammé en moi le fait de croire que je n'avais pas droit d'exister. Tu vois, je me suis rendu compte que probablement quand j'étais... et quand ma mère est tombée enceinte, quand elle était très jeune, que voilà, ça a été... que sûrement il y a eu une part où mon père n'avait pas dû me désirer. Et bon, aujourd'hui, on le sait que in utero, il y a des choses, voilà, entre la maman qui peut avoir des peurs, qui transmet directement au bébé, au fœtus, etc. Et comme si ça, c'était engrammé en moi. C'est-à-dire que comme si finalement, dans ma vie, j'existe, ok, mais je ne m'autorisais pas à être pleinement qui je suis et à exprimer vraiment le fait que j'ai droit d'exister. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc voilà, moi c'est plutôt dans ce sens-là. Et en tant que maman... C'est un gros travail. Mais... Ouais. Oui, comme toutes les blessures, c'est un travail à vie, on ne cesse de le répéter, on le sait puisqu'on le fait, on l'expérimente en tout cas au quotidien, avec les hauts et les bas, hein, on a beau savoir, avoir cette conscience, c'est le point de départ, mais c'est un travail perpétuel. Toi, en tant que maman, cette blessure, elle t'a incité à agir d'une certaine façon, peut-être à surcouver tes enfants, ou alors peut-être inconsciemment leur transmettre tes peurs, ou peut-être, parce que c'est vrai que quand on porte le masque du masochiste, une maman peut avoir tendance à en faire beaucoup trop, être trop maternante justement avec ses enfants. Oui. Alors je pense que ça a dû l'être à un moment donné, mais comme tu vois, je suis sophrologue aussi quand même, donc effectivement sur cette partie de prendre conscience de ce que je fais aussi, rapidement je me suis rendu compte qu'effectivement j'en faisais plus et que je devais juste faire ma part. Je ne devais pas surprotéger mes enfants, etc. Donc le réglage, hein, je peux dire, que j'ai amené à ça, c'était plutôt de communiquer à mes enfants, de leur apprendre, du coup, voilà, au lieu de transmettre les peurs, plutôt de transmettre l'amour et les solutions, ou au moins les explications. De dire, effectivement, peut-être que là, j'en ai fait trop, parce que, en fait, ça me concerne moi, mais pas vous, et que du coup, toi, tu dois faire ta part, et moi, je dois faire ma part. Voilà, plutôt dans ce sens-là, quoi. Bah ouais, c'est important, et c'est vrai que quand on a conscience de ça, de ce fonctionnement de l'être humain dans sa généralité, ça évite bien des dégâts sur nos enfants, enfin des dégâts, du moins des réactivations de blessures. Voilà, quand on a conscience de ça, c'est vrai qu'on peut leur éviter pas mal de choses. Moi, j'ai pas eu cette conscience suffisamment tôt, donc j'ai pas été bon, pas tout le temps bon avec mes enfants. Je pense notamment peut-être avec mon fils où lui projetait, enfin moi du moins je projetais sur lui l'image de l'enfant que j'ai été, c'est-à-dire assez cascadeur, sportif, téméraire. Lui n'étant pas comme ça, peut-être que j'ai dû par moment lui dire mais t'as peur de ça, mais non c'est rien. Enfin, j'ai dû vraiment par moment lui faire ressentir le fait qu'il était pas aussi bon que moi à son âge, ou ça veut rien dire en plus être aussi bon que quelqu'un d'autre, mais en tout cas j'ai dû le faire se positionner en tant que personne n'étant pas à la hauteur. D'accord. Donc je pense que j'ai été maladroit pas mal de fois avec lui. C'est peut-être ce que reproduisent les papas avec leurs enfants, en tout cas moi je l'ai fait. Je corrige le tir aujourd'hui en lui instaurant la confiance et l'amour de soi. C'est pas facile. Parce que la nature aussi de l'individu, de l'être est là aussi. Hein. Quand on n'est pas cascadeur, on n'est pas cascadeur. Oui, bien sûr. Il faut aussi l'accepter. Voilà, il a d'autres compétences.
Je pense aussi notamment à ma fille. Alors là, c'est pas forcément lié à moi cette blessure, mais je sais que ouais, à l'école, ça a été hard, notamment à l'école primaire. Donc c'est quand même tôt. On se dit, mais à cet âge-là, c'est la vie des bisounours, quoi. Tout va bien. Et non, il y a de l'humiliation. Et l'enfant enfouit ça. Il n'en parle pas aux parents jusqu'à ce que se faire mal physiquement. Et puis plus tard, ce cumul de blessures, de petites blessures, mais de blessures qui ont leur importance à cet âge-là. Je les ai jamais vus aussi bas. Ils passaient très bas. On salue l'armée de l'air française et leurs pilotes de chasse. Donc oui, les ados après se retrouvent à tomber en dépression ou à pas comprendre ce qui se passe ou mal vivre en tout cas leur adolescence. Mon fils aussi, d'ailleurs, je pense aussi, entre eux, même au collège, ils sont assez méchants par moments entre eux. Et les insultes fusent, et suivant le caractère de l'enfant, c'est quelque chose qui va rester gravé jusqu'à se mettre en position de victime, de s'effacer, et puis ainsi de suite. On peut tomber en dépression, on peut faire des bêtises. Enfin, c'est pas évident d'être parent, tout le monde le sait, mais il faut vraiment être ultra vigilant, et ce dès l'enfance. Et le dernier exemple, tant que je suis lancé par rapport à cette blessure d'humiliation, ma chérie qui porte cette blessure-là, je ne vais pas raconter son histoire, mais elle porte cette blessure-là et je sais que dans le passé, avant que je travaille sur moi, j'ai activé cette blessure d'humiliation chez elle. Et ça se manifestait, pas tout le temps, mais quand on faisait des soirées, on aime bien tous les deux raconter des blagues, faire les imbéciles. Et j'avais tendance à utiliser de l'amour noir, un petit peu cinglant. Enfin voilà, je l'humiliais. C'était un petit peu... c'était pas un bel humour, vraiment. Parce que je la cassais, même en rigolant, je la cassais quand même. Publiquement. Et publiquement, et c'était moche. C'était très moche. C'était ça réveille d'autres blessures chez moi. C'est le fait d'exister. Donc on pouvait parler de rejet, mais je sais que j'ai activé cette blessure-là. Et j'ai eu du mal à comprendre pourquoi je le faisais. C'était alors que vraiment, au fond de moi, je la mettais sur un piédestal. Pour moi, elle était largement supérieure à moi en tant que beauté d'âme, grandeur d'âme. Et pour autant, boum, j'allais un petit peu saper un peu c'est au niveau des pieds là pour la déstabiliser un petit peu, pour montrer que moi j'existe. Mais je réactivais cette blessure qu'elle avait vécue enfant. Oui, tout à fait. Ça montre à quel point vraiment les conjoints viennent réveiller et réactiver ces blessures-là, ces blessures qu'ont activé nos propres parents. C'est quand même incroyable. Après, c'est intéressant parce que tu vois, on parle de la blessure. Alors, c'est vrai que souvent, on a plutôt eu tendance, nous, à parler des blessures qu'on a ressenties, qu'on a guéries, qu'on a ressenties. Mais là, le fait que toi, tu parles de la blessure où tu reconnais, tu as quand même l'honnêteté et le courage d'avouer que c'est toi qui as activé cette blessure chez ta femme. C'est intéressant aussi de le voir dans ce sens-là. Ça veut dire que le vrai travail, il a été fait aussi. Le travail a été fait, en tout cas il se fait, et je trouve que c'est important, en tout cas nous qui avons conscience, comme des milliers d'autres personnes, on est capable d'expliquer comment ça fonctionne, on est capable d'en tirer les leçons pour soi, mais il faut aussi faire l'analyse de notre passé en se disant tiens là j'ai été mauvais, j'ai été méchant, j'ai été blessant, humiliant, tout ce qu'on veut. C'est hyper important parce que ça nous aide aussi à ne plus réitérer ces choses-là et à pardonner et se faire pardonner. Oui, mais tu vois, tout le monde n'a pas le courage de l'avouer en plus. Mais c'est pas de... je trouve que c'est pas du courage quand on a compris qu'on était sur Terre pour travailler sur soi et devenir quelqu'un de meilleur. C'est quelque chose... Je sais qu'à 18 ans, je me disais, je sais que plus tard, je vais devenir de plus en plus bon.
dans le sens beauté d'âme, voilà, quelqu'un de bien, une belle personne. Or, j'ai passé 20 ans qui ont suivi à faire que de la merde. Mais Oui. c'était la période où justement j'activais dans tous les sens les blessures, on me les activait, je les activais. Ouais. C'était le moment donc d'expérimenter. Oui. Et heureusement que arrivé moitié de la vie, autour de 40 ans, où on se dit stop quoi. Ouais, tout à fait. Je ne veux plus souffrir Ouais. et je ne veux surtout plus faire souffrir. Oui, voilà. Mais je trouve que ce message-là, on l'entend pas assez, tu vois. On est toujours finalement un peu focalisé sur un prisme de victime, où j'ai mal, j'ai une blessure, et comment je vais guérir, etc. Mais pas assez sur le fait de dire aussi, nous aussi, si on est blessé, on active aussi des blessures chez les autres. Bien sûr. Et de pouvoir aussi assumer cette position. Ouais. Pour en guérir aussi, ça fait partie du processus de guérison. Quoi. Ouais, oui, Et ouais. c'est ce qui rend la chose magique. Et quand on est droit dans ses pompes, on se dit mais non, mais il n'y a rien de honteux quoi. Ouais. Le mea culpa, je l'ai fait, à chacun de le faire s'il le souhaite ou pas. En tout cas, aujourd'hui, ça permet de savoir qui on est et vers où on veut aller, vers où on veut se diriger. Moi j'ai la chance de me dire, j'avais fait le bon choix. Je veux toujours être accompagné de ma chérie. Donc ça c'est quelque chose de fantastique. Et en plus, ça me permet aussi d'aider mes enfants, ça me permet de les accompagner, de les aider à identifier toutes ces blessures, les laisser les travailler en leur temps, parce que quand on est ado, on a autre chose à faire que ça, hein. C'est normal, il va falloir qu'ils se trompent, il va falloir qu'ils expérimentent aussi, pas dans le bon sens. Et ça permet de relativiser dans la vie et se dire que la perfection n'existe pas, et on va se gameler encore et encore, mais peut-être de moins en moins haut, et on se fera de moins en moins mal. Mais il y a aussi cette notion de pardon, tu vois. Ah oui, ça a fait un bien fou, ça. Et tu vois, et malgré tout, cette notion de pardon, elle est quand même assez peu reconnue et fréquente dans notre société. Ouais. En plus, il y a quand même une notion assez faussée du pardon très judéo-chrétien, qui n'est pas forcément le pardon, en tout cas nous, comme nous on le conçoit. Hein. Le pardon, c'est déjà pour soi-même. Et puis, du coup, ça rejoint ça. Quand on a été sur des blessures où c'est nous qui avons activé les blessures, le principe, c'est de se pardonner déjà à soi-même et puis après demander pardon à la personne qu'on a pu blesser, quoi. C'est le point de départ. Ouais. Sinon, ça va sonner faux à un moment donné. On peut dire pardon si on ne le vibre pas profondément. Et comme tout dans la vie, hein, que ce soit l'amour, que ce soit peu importe, hein, si on ne le vibre pas et qu'on ne se l'applique pas, on a beau dire tout ce qu'on veut aux autres, à un moment donné, on va être rappelé à l'ordre. C'est indéniable. Puis c'est ce qui permet de passer aussi au niveau supérieur. Parce qu'effectivement, déjà, c'est quand même, comme je disais tout à l'heure, un travail de pouvoir prendre conscience de ce qui nous bloque à un moment donné dans notre vie, sur le fait de par exemple, toujours jouer petit. Mais pourquoi ? Il y a forcément des raisons, alors qu'on est des êtres créateurs et qu'on est venu ici pour vivre l'abondance. Donc pourquoi on joue petit tout le temps ? Et qu'une fois qu'on a passé ce travail-là, aussi de faire ce vrai travail d'amour pour soi. C'est-à-dire qu'effectivement, on a droit à tout ça, on a le droit d'exister, on a le droit de recevoir, de jouer grand, et qu'on n'a pas à se justifier. C'est pour tout pareil. Toutes les blessures qu'on a abordées au cours des 5 émissions, la clé, en tout cas du moins cette société occidentale ne nous pousse pas dans le bon sens. Alors, je parle d'occidental, mais en tout cas la société actuelle ne pousse pas à briller intérieurement, à briller individuellement. Enfin, elle nous pousse à briller individuellement, mais pas dans le bon sens. Voilà. Égoïstement. On essaie de nous diviser pour mieux régner. Or, on est tous singuliers, on a tous une merveilleuse lumière en nous, un grand cœur. Nous sommes tous des artistes, nous sommes tous brillants. Et ça, on ne l'enseigne pas. On nous met en compétition, on nous divise pour mieux régner, on nous humilie, on nous met on nous entraîne les uns contre les autres. Donc, on va pas dans le bon sens. En tout cas, que ce soit pour cette blessure comme pour les autres, la clé, c'est se découvrir, c'est s'aimer soi-même, se prioriser, pour ensuite pouvoir donner aux autres, partager, aimer, être aimé,
voilà, et vivre dans une collectivité qui serait harmonieuse et remplie d'amour, d'entraide. Ouais, bien sûr. Ça peut paraître utopiste, ce que je dis. En Oui, tout cas, pour certains. moi, j'ai envie d'aller dans ce sens-là. Je ne dis pas qu'on y arrivera à 100%, mais en tout cas, je le vois dans mon entourage au quotidien. On s'entoure de personnes énergétiquement équivalentes à nous. On n'est pas tout seul. La preuve, on en parle ouvertement en vidéo maintenant de ces choses-là, de spiritualité, de blessures d'âme, de ce monde ésotérique ou subtil. Voilà, on revient aux origines, tout simplement, que le monde moderne avait mis de côté. On revient à l'essentiel. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on tourne en pleine nature. On est chez nous. Là. Exactement. Enfin, on est chez elle. Elle nous accepte, ça va. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, je sais pas si tu as des choses à rajouter. Ben non, je trouve que c'était pas mal déjà, effectivement, en tout cas d'ouvrir des pistes, c'est ce qu'on fait, on ouvre des pistes toujours de réflexion, mais ouais. Donc là, on a fini les blessures. On a fini les blessures. Ouais. Promis, on arrête avec les blessures. C'était important et en tout cas, vous savez que vous pouvez toutes les visualiser dans leur intégralité sur YouTube. C'est peut-être plus facile comme support que Instagram où on poste que des extraits. Et puis, on va continuer de toute façon. Bah oui, on va continuer sur des sujets. Est-ce que tu as des sujets qui t'inspirent? Non, là tout de tu suite. veux pas annoncer. Non. Et puis ça serait bien que ce soit à eux de dire tiens, vous pourriez parler de ça. Ouais, ce serait pas mal, ouais, tiens. Ouais. Rester dans ce format-là qui nous tient à cœur, une femme, un homme qui échange sur la vie. Tout simplement, voilà, c'est juste une discussion. C'est un cercle de parole à deux. Avec vous, mais plus virtuellement, mais c'est ça en fait, se parler librement, parce que c'est comme ça qu'on évolue, tous ensemble, voilà. Exactement. Bon, et ben voilà, on vous dit à bientôt alors. À bientôt. Salut à toutes et à tous. Salut Aïna. Salut Chris.